Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Avec Ici, Maintenant, Autrement, nous donnons la parole à des acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'entrepreneur et conférencier Alexandre Guillemette. Bonjour Alexandre. Bonjour Alain. Alors Alexandre, vous êtes depuis plus de 10 ans engagé dans des recherches-actions pour accélérer la transition socio-écologique et économique au Québec. Vous êtes le PDG de Marché B, qui est une plateforme transactionnelle multifonction qui intègre également la monnaie locale québécoise. Alors lorsqu'on parle de monnaie, d'économie, et qu'on regarde un petit peu l'actualité aujourd'hui, on a l'impression qu'un peu tous les voyants sont au rouge. On parle d'inflation, il y a des risques de pénurie, des épidémies comme celle qu'on a traversée au cours des 2 dernières années, des catastrophes naturelles, à des tensions sociales qui commencent à s'accentuer un peu partout. Donc, vraiment, on a l'impression que les choses se dégradent, je dirais, à grande vitesse. Alors, est-ce qu'on a atteint aujourd'hui les limites, de nos systèmes économiques, financiers et sociaux? En tout cas, on s'en rapproche de plus en plus. Malgré l'alerte qu'on se souviendra, il y a pratiquement 50 ans passés, ceux qui étaient là, il y a eu un rapport, Halte à la croissance, un rapport Meadow par son nom. C'est le Club de Rome qui avait, en partenariat avec le MIT, qui avait cherché à faire une recherche en profondeur sur la croissance et la viabilité. Fait qu'on savait déjà à 50 ans passés que ce système-là, qu'on s'accapare les ressources, qu'on vise l'idéologie de la croissance économique, bien, ça ne tenait vraiment pas la route. Fait que, oui, la conscience évolue, mais je te dirais qu'il va falloir quand même un sérieux coup de barre puis un engagement collectif pour changer la donne parce que même si on tombe sur les tableaux du GIEC avec les GES, ben, on le voit aussi, là, tous les voyants sont au rouge. Fait que peut-être qu'il est temps de laisser la place aux acteurs de changement qui ont d'autres solutions Voilà, pour donc là, c'est vivre intéressant. autrement. Mm. Justement, c'est intéressant de voir, par rapport à ce constat qu'on fait aujourd'hui, il y a comme des signaux d'alarme qui ont été lancés depuis, comme vous l'avez évoqué, depuis plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions, s'il y en a, à notre portée pour essayer d'inverser ce que les collapsologues nous annoncent comme étant un effondrement total de notre civilisation? Ben, il y a plusieurs tableaux sur lesquels on peut travailler. Peut-être je pourrais élaborer en façon abrégée peut-être sur quelques tableaux. Le premier, je dirais, il se situe au niveau exemple, des banques centrales, donc tout ce qui est la création monétaire. On voit que l'idéologie, encore là, elle ne tient pas la route. À un moment donné, il y avait l'or et il y avait une monnaie d'échange qui était physique. À un moment donné, on commençait à créer de la monnaie ex nihilo à partir de rien. Puis, cette création de monnaie dette-là a plongé dans les pays dans un esclavage économique. Fait qu'on peut vraiment voir qu'à ce niveau-là, sur ce chapitre-là, il n'y a pas vraiment d'issue. Heureusement, dans le modèle dominant, là, je parle toujours, le modèle qui est imposé, qu'on peut dire, mais on a la chance d'avoir des économistes comme Kate Warhorst qui a un peu établi une structure de base qui redéfinit un peu la façon de faire l'économie avec un modèle qui est plus de façon circulaire, où est-ce qu'il y a un plancher et un plafond. Donc, on va se situer dans un système harmonisé au lieu d'une idéologie de croissance, où est-ce qu'il n'y a jamais réellement de fin. Il y a d'autres solutions aussi quand on parle ou quand on expose, on va dire, tout ce qui est système politique. On oublie souvent de dire que ce n'est pas de la démocratie, c'est une démocratie représentative. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous sont imposés. On ne peut pas décider que notre voisin devienne représentant politique. Puis à ce chapitre-là, au niveau des innovations organisationnelles, pour parler du système politique, ben, il existe la démocratie liquide qu'on appelle, qui consiste à carrément nommer qui on veut dans le système et ça devient notre représentant. Puis ça monte jusqu'au niveau, au sommet, on pourrait dire que là, ça serait les représentants que le peuple veut vraiment. Donc, je ne sais pas pour vous, mais quand vous essayez de jouer autrement au jeu de Monopoly, ça s'avère que ça ne joue plus vraiment. Il faut changer de jeu ou redéfinir certaines balises. Donc Fait que c'est un peu justement, là donc où on par en est rapport à dans le ces système. oui, excusez-moi, donc par rapport à ces nouvelles façons de faire, à ces concepts, à ces modèles, est-ce qu'on a des exemples concrets aujourd'hui d'application, de mise en œuvre? Oui, bien, c'est souvent des projets pilotes. C'est souvent à petite échelle. Exemple, je sais qu'à Amsterdam,
ils se réunissent pour cette fameuse économie-là de donuts. Ils sont en train d'essayer d'implanter les systèmes puis de montrer l'exemple. Je pense que la solution résidera toujours là, dans montrer l'exemple, tendre la main à son prochain et ouvrir la voie, là, un peu comme si on créerait des ponts, des passerelles pour aller vers autre chose. Mais cette autre chose-là, il y a des projets porteurs qui existent déjà. C'est seulement, je dirais, de mettre la lumière au bon endroit, puis d'amener la scène aussi des médias à regarder dans une autre direction, là. D'accord, donc à travers, donc à la fois ces modèles, ces théories et ces quelques exemples de projets pilotes, est-ce qu'on est capable d'identifier les conditions essentielles pour la mise en œuvre, de cette autre façon de faire ensemble? Si on prend l'axe un peu du monde de la recherche, ça fait comme une quinzaine d'années que moi je fais des recherches un peu indépendantes de façon systémique. Il y a quelque chose de très fort qui émerge depuis quelques années, c'est tout l'aspect des communs. Donc, les communs, c'est qu'on met nos ressources à contribution, puis on ne va pas chercher toujours un retour sur investissement parce que certaines personnes ou groupes ou structures qui se sont accaparées des ressources physiques, économiques, même humaines, on peut dire, hein. L'esclavagisme humain, on croit que c'est fini, mais en tout cas, il y a différentes structures en place qui maintiennent une dynamique néfaste. Mais le fait de se mettre ensemble, de créer une résilience collective, de façon décentralisée, là, c'est vraiment au cœur des solutions de notre époque, parce que ça va faire shifter la conscience amener un point de pivot, un point de bascule avec la masse critique vers ce nouveau monde-là qui est déjà en place. C'est juste que les morceaux ne sont pas souvent exposés en même temps. Mais si on ratissait l'ensemble de la planète, puis on les répertoriait, puis on les mettait ensemble, on verrait probablement rapidement qu'il y aurait un tableau qui se dresserait, qui serait très, très, très précis. Puis juste pour nommer un projet qui est justement québécois, la ferme de la Grelinette avec Jean-Martin Fortier, il a redéfini le modèle d'agrochimie vers un modèle d'agriculture à échelle humaine, sur petite surface, des micro-fermes. Fait que je crois réellement que c'est un peu comme l'ensemble des cellules de notre corps. Il y a des amas de cellules qui vont joindre leur force et ça va faire qu'on va arriver dans ce modèle-là où est-ce qu'on est dans un autre paradigme. Il n'y a pas de domination, il y a plein de cellules qui prennent du leadership puis vont s'associer au gré des projets et des besoins et de la résilience requise au moment présent. Donc ça, c'est intéressant, cette autre façon de faire, cet autre paradigme. Par contre, on a l'impression, lorsqu'on voit un peu l'actualité aujourd'hui, qu'on est dans un phénomène d'accélération de la destruction à la fois des tissus sociaux et puis également des tissus économiques. Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour accélérer également ce changement de paradigme? Est-ce qu'on doit passer par la case catastrophe ou est-ce qu'il y a des moyens d'éviter des drames internationaux pour essayer de passer à autre chose, selon vous? Ben moi, je pense que chaque humain a le potentiel d'ouvrir sa perspective à son échelle interne et externe. Donc, gérer ses émotions, mieux se contrôler, être à l'écoute. Ce qui va faire que quand c'est des gens en position de pouvoir, ils vont avoir cette humanité-là qui va être profondément ancrée. Quand on regarde, tu sais, des fois on dit politicaillerie, mais c'est moi personnellement, quand j'écoute des débats politiques, je déconnecte rapidement parce qu'il n'y a pas cet aspect-là humain. Il n'y a pas cet aspect-là d'écoute. Puis il y a surtout, de façon omniprésente, la démocratie représentative avec la division. Fait que je crois vraiment que, c'est un grand mot, la politique, mais tout le monde peut en faire dans un sens. Puis juste de parler à son voisin, puis de prendre une action, c'est déjà une action politique. Puis il n'y a rien de mieux que de montrer l'exemple. Fait qu'on entend beaucoup parler, mais dans les faits, il y a très peu d'actions connectées. Moi-même, bref parenthèse, pour avoir été contacté depuis plusieurs années par plusieurs centres de recherche, à chaque fois que j'ai une entrevue, je me demande toujours l'étape suivante va être laquelle, puis ça reste souvent dans le théorique. Fait qu'en tout cas, j'ose espérer que même le monde de la recherche va aller une étape plus loin pour être plus dans du temps réel, d'en faire des recherches ouvertes, où est-ce qu'on va avoir accès à l'information rapidement pour pas qu'on prenne action 3 ans plus tard. Fait que c'est sûr que ça passe par l'ouverture de l'humain à la propriété intellectuelle, puis se dire qu'on pige déjà dans le savoir collectif. Fait que pourquoi pas redonner tout de suite les solutions puis les innovations qu'on va créer dans le monde de la recherche. Donc là, c'est comme des gros changements au niveau des comportements, au niveau de la façon d'entrevoir le monde et la place que chacun individuellement on a dans le monde et dans le monde économique. Il y a quand même des gros, gros bouleversements. Et donc, selon vous, ça passe par une transformation individuelle. Et comment on passe donc de cette... C'est toujours la grande question hein, lorsqu'on aborde un peu ces aspects de changement de paradigme.
il y a d'un côté le côté individuel avec le changement qui doit se passer au niveau de la conscience individuelle, et après il y a le niveau collectif. Et la question que je pose souvent à mes invités, c'est comment on passe de micro-projets à quelque chose qui peut, vers lequel on peut aller vers des programmes d'échelle au niveau local, régional, international. Comment on passe justement de cette transformation individuelle à quelque chose qui peut vraiment prendre une ampleur internationale? Ben, moi, je pense que la première étape, c'est de mieux se connaître chacun d'entre nous pour exposer notre propre lumière de façon authentique. Fait que ce qu'on a comme force, c'est quoi notre zone de génie à chacun? Puis de faire en sorte, un peu comme LinkedIn fait un peu, Facebook, mais ils ne vont pas jusqu'au point d'aller mettre en valeur ce qui crée vraiment de l'impact. Fait que tout ce qu'on parle de mesures d'impact, on en a plein de mesures d'impact. Mais rarement, on va dans le parcours d'une personne pour aller puiser dans mettons, son passé, pour aller exposer comment les solutions ont pu émerger. Fait que je pense vraiment que ça va passer par, oui, la technologie, mais à une échelle de communiquer l'information puis se connecter entre nous. Connecter les humains par la technologie. Après ça, s'il y a un besoin, puis une efficience technologique, pas à surconsommer ou être dans du luxe extrême, mais plus un niveau de devenir équitable avec l'ensemble de la population. Ça ferait en sorte que naturellement, il y aurait une harmonie qui pourrait se créer. Naturellement, on serait autant dans notre bien-être personnel, mais rendu à un certain cap, on n'en a plus besoin. Je veux dire, même si, exemple, je m'entraînais 20 heures par semaine, je crois qu'un entraînement physique à quelques heures par semaine peut suffire. Fait qu'à un moment donné, exemple, où est-ce qu'il y a de l'exagération ou des extrémistes dans n'importe quel domaine, ça va revenir au même. Chacun a un peu la responsabilité de se prendre en charge puis de devenir un meilleur humain, donc pour autrui également. Fait que peut-être, je sais qu'il y a des tests psychométriques qui existent, il y a toutes sortes de tests qu'on peut faire un peu plus scientifiques pour mieux se connaître, mais il suffirait après qu'on partage aussi ces données-là pour se connecter de façon un peu plus compatible, peut-être entre humains, de façon complémentaire. Puis au lieu de penser qu'on a la solution, juste avoir la posture de on a une des solutions. D'accord. Donc là, effectivement, quelques pistes pour évoluer ensemble de manière plus harmonieuse, hein, comme vous l'évoquez. Donc, on a, encore une fois, lorsqu'on regarde un petit peu autour de nous, on a une bonne idée de ce qui bloque, de ce qui pose problème, de différents obstacles à ces changements. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des facteurs qui tendraient à favoriser cette évolution, à la fois au niveau individuel et collectif? Oui, il y a des mots-clés quand même, moi, qui ressortent souvent dans la perception des choses. Si on prend, exemple, juste la crise sanitaire en quelques mots, on a vu vraiment une opacité, une fermeture des systèmes, puis le pouvoir qui s'est centralisé. On a vu les résultats, malgré que le Québec a fait autant d'efforts, puis on était fiers, ou certains dirigeants étaient fiers à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on a eu des piètres résultats. Fait que c'est de se questionner, puis on sait que la transparence, le pouvoir partagé, puis distribuer les ressources au lieu de les centraliser, ça, je pense, c'est l'enjeu majeur. Après ça, tout ce qui est du maintien du statu quo. Le statu quo, c'est maintenir comme c'était auparavant. Bien, on le voit souvent en politique ou dans plein de domaines. Bien, juste oser remettre en question, même si ça fait 30 ans qu'on a une idéologie fortement ancrée, comme la croissance économique, exemple, qu'il faut rattacher un sens de toute manière. Bien, on peut tomber dans des innovations ouvertes où est-ce que les gens, au lieu de s'accaparer les ressources puis le pouvoir, vont dire non, ça appartient au collectif. Fait que c'est beaucoup plus compatible avec notre époque pour naviguer dans une résilience collective. Puis c'est sûr que même au niveau des systèmes alimentaires ou tout ça, système alimentaire là, qui est la production, transformation, distribution, consommation, gestion des matières résiduelles, bien, on le voit aussi, ça va passer par des micro-réseaux, la distribution décentralisée, puis partager les ressources. Puis, fait qu'on en revient toujours finalement à la possession privée, l'accumulation, puis de se dire, on ne verra jamais dans la nature un animal qui va se garder 4 ans de réserve ou un arbre qui va se prendre 5 ans de compost. Tout se fait dans une harmonie qu'on appelle plus symbiose, tandis que l'homme, actuellement, avec son éveil de conscience, généralement, il va se situer au niveau de la compétition. Fait qu'on va toujours chercher comment je vais chercher ma part de marché, au lieu de se dire c'est quoi le besoin. On ne va pas aller saturer un segment, puis je veux dire, je ne sais pas, acheter des compétiteurs ou juste avoir une idéologie de toujours croître à l'infini. C'est incompatible, je pense, avec l'harmonie qu'on cherche avec l'écosystème, la planète Terre, les humains, la faune, la flore.
Donc peut-être en termes de perspective maintenant, donc on a un peu dressé un tableau un constat du présent, voir quelles étaient les possibilités de faire autrement, quels sont les moyens au niveau individuel et collectif. Alors selon vous maintenant en termes de perspective, et on peut-être terminer là-dessus, comment vous voyez un peu peut-être un ou 2 scénarios en termes d'évolution sur la base d'une projection de ce qui se passe actuellement? Ben, moi, je pense qu'à très court terme, là, on est dans une phase politique à nouveau. Je crois que si on a le courage, puis un certain niveau d'éveil, puis la conviction nécessaire, puis dans l'action concrète, on pourrait justement débloquer des fonds de façon assez abondante vers ceux qui ont déjà montré qu'ils pouvaient être des piliers pour la transition, qui ont déjà pris action, avec ou sans ressources. Donc, débloquer les fonds nécessaires, parce qu'on l'a fait d'ailleurs, hein, on a créé de l'argent à partir de rien durant la crise sanitaire. Ben, pourquoi pas le faire dans une dynamique qu'on n'est pas dans la peur, mais qu'on est dans la création du monde de demain? Fait que je pense que débloquer des fonds à court terme pour propulser les porteurs de projets qui sont déjà connus ou identifiés, puis même qu'on va aller faire un genre d'enquête nationale, comme les centres de recherche font, faire une enquête sur quel humain ou quel projet a le plus fort potentiel. Fait que pas seulement donner de l'argent à ceux qui démontrent un beau dossier écrit, mais aller vraiment enquêter sur eux. Un peu comme, je pense, un travail que tu fais en partie, Alain, mais Libre Média sont aussi en train de faire ça à un autre niveau pour ouvrir les perspectives. Fait, ça passe par là, je pense, à court terme, assurément, puis unifier les solutions. Excellent. Bah, écoute, moi, je vous propose qu'on s'arrête là avec ces perspectives positives et qui nous laissent entrevoir quelque chose de pas forcément uniquement sombre pour les mois à venir. Donc, on était avec Alexandre Guillemette, donc le PDG de Marché B. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre participation à Ici, Maintenant, Autrement. Merci, Alain. Merci pour tout ce que tu fais. Puis merci aussi à Libre Média qui ouvre les nouvelles perspectives ici, maintenant et surtout autrement. Excellent. Donc Libre Média existe et cette émission existe pour vous et grâce à vous. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner ou à faire un don à Libre Média et ainsi contribuer à la défense de la liberté de la presse. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.